m'entendre là? On m'entend? Webcam. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Pourquoi ça marche plus d'un coup ce truc? Et là, ça marche mieux. J'arrive pas à voir. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, je commence ce stream. J'attends peut-être qu'il y ait des gens qui viennent. Chez moi, les streams, elles commencent à l'heure là. Vous n'avez pas l'habitude, bande de gauchistes. Donc, faut pas hésiter à passer là-dessus. Et donc, l'idée, c'est de parler du cessez-le-feu à Gaza. Donc, la première chose, c'est que pour cesser le feu, a priori, donc il commence dimanche. Ce qu'on sait, que ça commence dimanche. Je sais plus comment on fait les markups. Putain, je sais plus. Oui, c'est ça, bullet list. Commence dimanche matin. Il y a plusieurs phases. Il y a 3 phases. Alors, c'est pas très clair encore. A priori, du coup, le toujours pas par contre de négociation sur comment dire un long terme et grosso modo aussi insister sur l'arrivée de l'aide humanitaire. Il y a aussi, j'ai vu passer, libération de 2000 prisonniers, dont 250 qui seraient en prison à vie. On sait aussi qu'il doit être formellement voté demain. Par Netanyahou, mais visiblement Netanyahou, il a d'ores et déjà accepté son destin. Alors il y a tout un espèce de storytelling sur le fait que ce serait l'intervention de Bush, le lapsus qui tue, pardon, de Trump évidemment, qui serait allé brutalement cette question. Alors juste pour vous retrouver ça, je l'ai vu passer. Alors désolé, c'est en anglais, je regarde Al Jazeera. Voilà, donc il y a trois étapes, hein, donc là-dessus. Et alors attendez, je vais vous trouver la citation. Un truc. Donc je redis, hein, on a appris ça aujourd'hui, c'était dans les tuyaux. Mais évidemment, les discussions pour un cessez-le-feu, ça fait des mois que ça dure, hein. Je crois que l'accord qui avait a été signé, grosso modo, il était dans les tuyaux depuis presque 8 mois. On en parlait cet été déjà là-dessus. Régulièrement, en fait, le Hamas avait indiqué qu'il était prêt à négocier, prêt à mettre des concessions, mais évidemment pas du tout concernant du côté israélien. Donc les détails, donc comme je disais, ça commence dimanche matin. Il y a une phase 1 qui va durer 6 semaines. Ouais, en fait, j'avais entendu 50 jours, donc un peu moins, donc 42 jours. Et c'est complet, pas c'est le feu complet. Et le retrait des forces militaires israéliennes des zones habitées de Gaza. En fait, moi j'ai entendu jusqu'à 700 mètres, donc il est capable de voir 700 mètres autour de la frontière, mais à l'intérieur de Gaza. Voilà. Donc voilà. En échange, Israël va relarguer. Alors moi j'ai vu le chiffre de 2000 prisonniers, et visiblement là c'est juste plusieurs centaines. Bon, c'est toujours correct a priori, plusieurs centaines, plusieurs. Donc durant la phase 1, donc celle qui dure 6 semaines, donc les Gazaouis peuvent retourner partout dans Gaza et ils vont augmenter l'aide humanitaire. En fait, c'est le principal truc, hein, c'est que l'armée se retire, qu'ils arrêtent de tirer et qu'on puisse retourner à une vie normale. Enfin, une vie normale, en tout cas une vie où on peut survivre un peu, de manière un peu plus, comment dire, ouais, normale, ouais. Après, voilà, et donc c'est la phase 2 qui est
la négociation d'une fin permanente. Donc le cessez-le-feu n'est pas permanent, il dure 6 semaines. Euh, donc, ok, et l'idée c'est que si les négociations continuent, alors le cessez-le-feu va continuer aussi, tant que les négociations continuent. Donc du coup, en pratique, ça revient à Israël à accepter un cessez-le-feu quasiment permanent, sauf s'ils arrivent à trouver des excuses pour des trucs pour rompre le cessez-le-feu. Mais bon, vu le truc, on a bien compris que de toute façon, si Israël veut, il peut tout faire, il n'a pas besoin d'excuses. Mais grosso modo, on est sur une situation où ce cessez-le-feu va durer un peu plus longtemps que celui qu'il y a eu en décembre dernier. Alors, je voulais vous montrer aussi, parce qu'il y a... Alors, il y a plusieurs choses que je voulais vous dire. Ouais, c'était ça. C'est qu'en fait, tout le monde se pose la question de pourquoi elle a accepté maintenant. En fait, ça fait 1 an et demi qu'il y a des massacres, etc. Et en fait, il y a eu des changements en fait dans la situation. Bon, déjà, il y a des changements entre guillemets au bénéfice d'Israël, qui est en grosso modo, y compris le cessez-le-feu au Liban, c'est quand même un peu une victoire militaire pour Israël. La doctrine qu'ils ont utilisée, qui consiste à tirer, à massacrer, à bombarder, à détruire, ça a à la fois affaibli donc le Hezbollah, mais ça aussi, bah, évidemment, comment dire, le déploiement de force, il était tel que le cessez-le-feu, qui est en fait un demi-cessez-le-feu entre le Liban et Israël, est quand même probablement un moyen de s'assurer que le Hezbollah n'est plus une menace. Donc, en tout cas, le Hezbollah est très affaibli. Et donc, du coup, cet affaiblissement a eu des répercussions. Une des premières répercussions, c'est évidemment au Liban et aux élections qu'il y a eu. Donc, je ne vais pas trop parler du Liban, sauf si ça vous intéresse, mais grosso modo, on va plutôt se focaliser sur la Palestine. Et en fait, en pratique, la situation, elle était presque tout bénef pour Israël, là, début janvier. Comment dire, ils grignotaient une énorme partie de la Syrie. Ils ont détruit enfin, sans toute impunité, la plupart plusieurs cibles militaires syriennes, pour être sûr et certain de l'hégémonie. Euh, Plus beaucoup en fait de résistance techniquement, en tout cas internationale, sur le massacre à Gaza. Ça devenait vraiment la routine. Et puis, par contre, vraiment une question qui se posait, qui est que, voilà, donc on se pose vraiment la question de pourquoi ils ont accepté. En fait, il y avait des choses de fond qui faisaient que c'était très compliqué pour Israël pour continuer. Alors, une des raisons, c'est la première raison, c'est que la guerre, ça a quand même un coût. Et même si les crédits sont presque illimités, ils sont limités en fait. C'est-à-dire que le coût terrible de la guerre, en fait, il y a quand même un coût sur l'économie. Alors, il y a un coût sur le budget israélien, puisque en pratique, quand on est réserviste et qu'on ait fait la guerre, eh ben, on est payé le salaire de son boulot. Or, il y a plein de gens, enfin, ça fait des gros salaires. Donc ça fait un drain énorme sur le budget. Évidemment, les États-Unis donnent des armes, et elles les vendent en fait surtout, donc il faut aussi les payer. Voilà, l'économie en fait de manière générale israélienne, donc je pourrais vous trouver la citation, elle était quand même en très grande difficulté, il y a une inflation massive, etc., etc. Donc il y avait quand même des questions, c'est quand même une guerre de haute intensité Gaza, enfin avec des hauts et des bas on va dire, mais d'une intensité quand même assez forte. Pour un pays comme Israël, ça fait beaucoup sur la société. Ça implique aussi donc l'économie de guerre, mais aussi une psychologie de guerre. Et à un moment donné, il y a une fatigue de ça. Ce qu'ils appellent le brain drain, c'est-à-dire ça use le cerveau de ne parler que de ça, de ne faire que ça, de n'exister que de ça. Alors ça permet évidemment à un moment donné, au tout début, pendant un certain temps, de mobiliser sa propre population. Mais en fait, en pratique, une population ne peut pas rester mobilisée de manière indéfinie, surtout quand les buts de guerre de Netanyahou, ils n'ont pas du tout été obtenus. Parce que Netanyahou, il était allé
devant le Congrès américain pour expliquer quels étaient les buts de guerre d'Israël, et c'était l'éradication complète et totale du Hamas. Voilà. Or, le président Herzog d'Israël expliquait hier, je ne sais plus dans quelle conférence, que ils ont des sources comme quoi le Hamas a reconstitué l'intégralité de ses troupes et ils recrutent en permanence. Alors évidemment, ça va surprendre personne qu'ils aient une tonne de candidats maintenant à l'issue de la séquence de massacres et de génocide. Voilà, donc si vous voulez justement augmenter les rangs du Hamas, c'était la meilleure chose. Mais bon, même avoir des militants, c'est une chose, mais aussi des militants opérationnels. C'est-à-dire qu'en fait, là, sur tous les combats, par exemple autour de Jabalia dans le nord, Israël a perdu beaucoup de soldats. Et donc, il continue à perdre des soldats. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement il y a un coût parce que, bon, bah, en face, il y a un coût parce que on a quand même des F-16, des drones, des missiles qui coûtent une fortune, des tanks qui coûtent une fortune. Et donc, du coup, en face, la résistance, quand elle détruit un tank, et ben, d'un seul coup, ça a un coût énorme par rapport en fait, aux gains politiques et militaires et stratégiques qu'il pourrait y avoir. Du coup, c'est une guerre qui peut pas se gagner du tout. Hein, on aurait plus compris s'ils avaient laissé ouvert, là, par exemple, la zone en Égypte, mais évidemment, l'Égypte n'a pas voulu, pour que la population fuit, créer un camp de réfugiés qui deviendrait permanent en Égypte et, grosso modo, faire de la purification ethnique de Gaza. Ça n'a jamais été une option, donc du coup, quand on ne peut pas fuir, comme c'était par exemple le cas au Liban où on pouvait s'éloigner des zones de combat, on ne peut pas fuir, on crée en fait une situation d'une guerre ingagnable. Surtout en plus si on se pose comme condition de mener une guerre contre une organisation qui n'est pas juste en fait. Le Hamas, c'est pas juste une organisation qui est combattante. C'est pas juste les 10, 15, 20, 30, 40 000 combattants qui existent. C'est aussi toute une administration, c'est des fonctionnaires, c'est des gens qui probablement politiquement étaient plus ou moins proches, hein, mais c'est grosso modo un truc qui gérait de facto tout Gaza. Donc c'est des... Et qui continue d'ailleurs de gérer de facto tout Gaza. D'ailleurs, c'est toujours le Hamas qui organise les trucs de police, les trucs de distribution. C'est toujours le Hamas qui organise, grosso modo, comment fonctionnent les hôpitaux, comment fonctionne l'acheminement de la bouffe, etc. etc. Et donc, d'ailleurs, un des trucs que faisait Israël, c'était toutes les personnes qui s'occupent de cette gestion-là, donc les ambulanciers, et les médecins. En fait, pour Israël, ce sont des personnes qui organisent de facto la vie à Gaza, et ce sont donc des cibles. Et donc les journalistes aussi, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y avait une idée dans la tête d'Israël concernant le Hamas que c'était tout le monde, en fait. Ce qui est une réalité. Et donc, du coup, en pratique, ça permet de juste tuer tout le monde. Mais ça, c'est pas une guerre qu'on peut gagner, a priori, là, maintenant. Donc, du coup, comme je disais, je vais l'écrire, tiens. Hop. Si on se pose la question de pourquoi maintenant. Pourquoi maintenant? Donc, c'est une guerre qui est chère. Une guerre qui est trop chère. J'ai parlé de ce que j'ai appelé le brain drain. C'est-à-dire qu'il y a une fatigue, en fait. Une fatigue de la population, même la plus générale, même si elle est extrêmement, extrêmement anti-palestinienne. Il y a toujours la résistance. D'ailleurs, on parle d'un cessez-le-feu, hein. Donc, c'est ça qui est rigolo, d'ailleurs. Un cessez-le-feu, c'est entre deux forces combattantes. Ça veut dire qu'en fait, en pratique, c'est une manière d'admettre que on a toujours en fait quelque chose qui, comment dire, qui est en face, qui est quelque chose qui est en face, qui est une armée qui est en face. Il y a toujours la résistance. Ça, j'ai expliqué ça il y a 2 minutes. Des buts de guerre impossibles. Je sais plus écrire, désolé, je suis un peu fatigué. Hop, une guerre trop chère, donc aussi une économie
Non, c'est pas mal ça, mais c'est pas ça que je voulais faire. Bon, ok. Je sais pas ce que j'ai fait là, dans mon truc. Le pote qui m'a conseillé ce programme, il doit bien se foutre de ma gueule. Alors attendez, hop, hop, voilà. Voilà. On va pas faire de tabulation en fait, on va faire ça normal. Et je vais juste mettre un truc. Désolé, je mets en forme, c'est un peu nul. Hein. Vous n'êtes pas là pour regarder ça, mais c'est un peu improvisé. J'avais prévu de parler de Tony Cliff. Hop, hop, hop. Ok, guerre trop chère, but de guerre improbable. J'avais aussi économie qui collapse. Complètement. Hein. En fait, c'est assez impressionnant les résultats. Donc, je vous invite à regarder ce que fait Sheer Ever, qui est un pote de BDS. Comment ça s'écrit Ever? Comme ça, je crois. Je vais vérifier. Comment il s'appelle? Ouais, c'est un H. C'est ça. Hein. Ah, je vais écrire son nom correctement, quoi. Sacré Sheer, oui, c'est lui. Qui est économiste. Il est né en Israël, mais il a quitté le pays. Et donc, du coup. Donc, n'hésitez pas à réagir, poser des questions, donner votre avis. Il y a des gens qui regardent, donc n'hésitez pas. Pourquoi je parle de Sheer Evers? Parce qu'il a écrit plusieurs articles sur le collapse de l'économie israélienne. D'ailleurs, je l'avais rencontré il y a 2 ans, en mars 2023, donc bien avant le génocide. Et grosso modo, il m'expliquait, avec l'arrivée du gouvernement Netanyahou, de Ben-Gvir et Smotrich, que ça serait la fin d'Israël très très rapidement. Et bon, il n'a évidemment pas prévu la séquence d'après, mais grosso modo, voilà, il y a une fragilité structurelle à Israël qui est très forte. Ok, donc ça c'est pourquoi maintenant il y a tout ça. Et alors, je sais plus, je le retrouve plus. Je retrouve plus. Donc là, vous avez des trucs. Où est-ce que c'est? C'était pas ça que je cherchais. Moi, je vais revenir sur Trump. Mais voilà. Ça, c'est ça qui est intéressant. Je vous invite à lire. Je vais traduire, hein, mais grosso modo, l'idée c'est ça, c'est que pour quelle raison maintenant? Parce que Israël implose de manière interne. Israël implose. Donc je vais utiliser ce terme, implose à l'intérieur. Bon, imploser c'est toujours à l'intérieur, mais bon, on va laisser passer ça. Et grosso modo, ce qu'il dit, c'est ça. Hein. Alors, c'est comment il s'appelle? Ori Goldberg, un commentateur politique à Tel Aviv, qui dit que les prix augmentent. Hein, donc, en fait, il y a l'inflation. Voilà, ils reviennent sur ce que je viens de dire, qui est ce qu'on appelle le brain drain. Les institutions publiques sont en train d'être se casser la gueule. Pareil pour les infrastructures. Et il considère qu'en fait, l'État israélien est dans une condition pire que ce qu'il a été depuis qu'il a été créé. Et donc, il finit par cette phrase, Netanyahou savait qu'il avait une date d'expiration, et cette date d'expiration, c'est maintenant. Donc, effectivement, il y a ça aussi, voilà, tous ces trucs combinés fait qu'il n'y a pas le choix. Après, il y a un dernier aspect qui est intéressant, qui mériterait qu'on en discute, parce que j'ai moins de billes là-dessus. C'est le fait qu'il y ait Trump. Alors, c'était justement ça qui était marrant, parce que d'abord, le cessez-le-feu, il a été annoncé par Trump. Il a été annoncé dans un espèce de tweet sur son propre truc social, avant même d'être annoncé partout. Et donc, il considère en fait que c'est un résultat de sa victoire historique. Hein, c'est écrit ici, le résultat de sa victoire historique en novembre dernier. Alors évidemment, tous ceux qui suivent un peu Trump, l'actualité, etc., 2016, quand il a été élu, il a imposé un négociateur qui était son gendre, Jared Kushner, pour faire ce qu'on appelait les accords d'Abraham. Et ces accords d'Abraham, c'était des accords qui permettaient en fait à Israël de normaliser sa situation, c'est-à-dire en fait de permettre, d'ailleurs sous la menace des États-Unis, c'est-à-dire qu'on aurait
on aurait par exemple des ventes d'armes un peu meilleures des États-Unis aux pays. Alors ça concerne évidemment les pays du Moyen-Orient, les pays arabes, mais pas que, hein, puisqu'il y a le Soudan d'ailleurs dans les accords d'Abraham. Et donc l'idée consistait à normaliser. Donc c'est des accords de normalisation des États qui reconnaissent en fait Israël, reconnaissent comme un interlocuteur, éventuellement commencent à faire du commerce, etc., etc. Et on rentre dans un jeu d'échange. Hein. Pour les Émirats Arabes Unis, c'est accès à des F-35 et des bases militaires américaines, par exemple, qui permet aussi d'intervenir d'ailleurs au Yémen. Pour le Maroc, c'est la reconnaissance du Sahara occidental, enfin justement, pas sa reconnaissance, mais la suprématie de, de comment ça s'appelle du royaume marocain sur cette colonie, donc dans le Sahara, ok, etc. etc. Le Soudan aussi, je ne sais plus ce qu'ils ont obtenu avec ça, le Soudan, à l'époque. Voilà, donc grosso modo, la politique Trump, elle était plutôt associée à une politique très pro-israélienne, y compris impériale, c'est-à-dire pas juste de soutien, mais y compris impériale. C'est-à-dire, donc j'ai expliqué les accords d'Abraham. Il y a aussi évidemment le changement de l'ambassade. Donc l'ambassade américaine, elle est à Jérusalem et pas à Tel Aviv. Et ça, c'est un point important parce que Jérusalem, c'est pas censé être une ville israélienne. Hein. C'est censé être une ville sous mandat international et on ne doit pas mettre. Et ça devait d'ailleurs être la capitale, en tout cas Jérusalem est la capitale d'un État hypothétique palestinien. Donc on ne met pas son ambassade à... on la laisse à Tel Aviv et on la met pas à Jérusalem. Donc du coup, c'était vu comme un move impérial très sioniste et pro machin. De manière générale, on l'a vu pendant la campagne électorale, il avait dit plusieurs fois si les juifs votent pour Biden, c'est que c'est des mauvais juifs, donc il est capable aussi évidemment de sortir antisémite. Il est évidemment très gros soutien de Netanyahou, de plein de choses pendant toute la période du génocide. Okay, il n'a jamais défendu autre chose que de tuer des Arabes. Ça n'avait pas trop changé là-dessus. Quoi. De la même manière, son électorat, c'est un électorat qui déteste profondément les Arabes, les musulmans, etc., qui tient vraiment de l'extrême droite classique comme on a en France. Mais évidemment, cette extrême droite comme on a en France, malgré son antisémitisme, ou plutôt à cause d'eux, adore Israël. Donc du coup, on se retrouve vraiment dans une espèce qu'on a l'impression de contradiction de Trump qui résout le problème. Bon, en fait, il y a, il y a plusieurs trucs sur Trump. C'est que là, comme je disais, en fait, ça c'était évident pour la plupart des gens de l'administration Trump. Et pour une raison que je ne comprends pas, ça ne l'était pas pour l'administration Biden. Et donc du coup, il a imposé en fait. Et donc il y a, alors attendez, est-ce que je l'ai bon, alors après, évidemment, on a réussi tellement de choses sans même être à la Maison Blanche. Et imaginez juste ce qui va se passer une fois que j'y serai, tout ce qui sera bien. On peut avoir encore plus de victoires pour les États-Unis. Donc c'est ce qu'explique là ici Trump. Donc du coup, bon, évidemment... voilà, alors le truc intéressant, c'est que Joe Biden, donc, il a aussi dit que en fait, le deal qui a été fait, c'est le même qu'il a proposé depuis mai. Ce que je disais tout à l'heure, le Hamas, ça fait super longtemps qu'ils ont dit OK en plus. Mais ils ont passé leur temps à accuser le Hamas de dire un non, alors qu'en fait, c'était toujours Israël qui disait non. Mais ils n'ont jamais réussi à imposer depuis mai. Hein, quand je pense que ça aurait pu être fini en mai, ce truc. C'est ça qui est fou. Ok, donc on se retrouve dans cette situation de cesser le feu. Alors, par contre, bon, je veux dire, le problème, ils ne font que... Alors, tant mieux, je pense qu'on doit tout à fait se réjouir, grosso modo, de ce fameux cessez-le-feu. Hein.
on doit se réjouir de la fin des morts. On doit se réjouir de, comment dire, de l'arrêt des massacres. Je pense que tout ça, c'est vraiment une excellente journée. Avec la mort de Le Pen la semaine dernière, si en plus on a un cessez-le-feu, on est clairement sur un bon début d'année. Même si évidemment il va manquer plein de choses. Alors, qu'est-ce qui va manquer? Évidemment, juste pour info, pour Gaza, hein, pour Gaza, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a... Il faut que je vous trouve la carte, mais il y en a pour 15 ans pour déblayer les gravats. Donc les gravats, et donc du coup trouver des personnes sous ces fameux gravats, etc. etc. 15 ans quand même. On est sur des trucs qui sont impressionnants. Juste pour info, je veux bien vous montrer la carte, par exemple, des destructions. Alors, où est-ce que c'est la carte de destruction à Jabalia que j'ai vue aujourd'hui? Alors, attendez, bougez pas. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Toc, 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 toc. Il est où le FT? Ah, putain. Non, ça c'est pas bon. Ah, fuck, il est où FT? Il est où cet article? Ah, attendez, j'arrive, bougez pas. Non, c'est pas là. C'est où alors? Attendez, je vais le trouver tout de suite. Tout de suite, bougez pas. Ah, punaise. Ah, voilà. C'était ça que je cherchais. Ah, merde. Ils m'ont reloqué l'article. Ah, zut, c'est nul. Putain, je l'avais tout à l'heure et il est plus disponible. Bon. Donc, c'était les destructions de Jabalia. Alors, attendez. Est-ce que je peux vous mettre au moins sortir une carte? Bougez pas. J'aurais dû préparer ça évidemment avant, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. Alors, attendez. Poup, poup, poup. C'était quoi? Alors, est-ce qu'on a des trucs là-dessus? Yes. Allez, je vous mets ça, comme ça on peut jeter un œil. Donc là, c'est... vous voyez, c'est octobre dernier. Donc c'est pas... Il s'est encore passé des choses depuis. Mais bon, voilà. Pour Gaza, j'ai dit 15 ans pour déblayer les gravats. J'ai oublié de préciser que ça va coûter d'ailleurs rien que pour ça 40 milliards de dollars. Donc on estime que le retour après 7 octobre, économiquement, est pour 2092. Donc c'est pour vous dire la difficulté quand même. 2000, et on parle d'un PIB qui est évidemment qui est 10 fois inférieur à celui d'Israël par habitant. Ok, donc ça c'est ça. Alors, et là vous avez des photos. J'aime bien parce que... Oh putain. Saoul avec leurs cookies de merde. Alors, voilà, vous avez des photos. Je sais pas si je peux un peu zoomer. Ouais, c'est mieux là. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais réduire un peu ça. Est-ce qu'on voit toujours bien? Ouais, c'est pas mal ça. Ok. Donc là, c'est un article où il y a plutôt des photos de la destruction. Donc ça, c'était Gaza. Alors, donc vous avez les zones qui ont commencé. Donc, vous avez vu, tous les points rouges, c'est des impacts. Hein. Donc là, on est le 12 octobre, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une semaine après le 7 octobre. Donc on est le samedi 12, même pas samedi, on est jeudi 12. Et vous avez déjà ça, quoi. En fait, sur le premier mois, alors je l'avais noté, il y a autant de... Il y a je sais plus combien... Ah, attendez, je l'ai noté. Je vais le retrouver tout de suite. Bougez pas.
bougez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous n'êtes pas d'accord. Ah, le chat est ouvert. Alors, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Blablabla. Voilà, dans les 2 premiers mois, le 7 octobre, alors, et ça a émis plus de gaz à effet de serre de toute année d'émission, des vingtaines de TP. Ça, j'aime beaucoup cette stat. Donc, c'est les 2 premiers mois. Excusez-moi. Plus de gaz à effet de serre que toute une année d'émission. D'accord? 25 000 tonnes de bombes pour octobre 2023. « 25 000. » C'est du délire. On est sur un truc délirant. Ok. Alors, on peut continuer sur les bombardements. Alors, attends, je récupère mon stream. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ok. Alors, bon, bah, les bombardements, vous avez ici, vous voyez l'évolution de ces 2 mois, quoi. En fait, les premiers mois ont été vraiment d'une violence extrême sur Gaza. Donc, au début, c'était surtout ciblé le nord. Et là, ah oui, Wadi, c'est l'espèce de rivière qu'il y a au milieu. Regardez où on arrive. Moi, j'aime beaucoup l'évolution, c'est atroce. Voilà. Et donc, voilà. Si le type de destruction, quoi. Alors, il faut se rappeler ici, c'est 40 km. Hein, et là, on est sur à peu près 12. Je crois ici, quoi. Donc, ici, c'est l'Égypte à gauche et tout le reste, c'est Israël. Et après, ici, c'est la mer Méditerranée, au cas où vous vous souvenez pas. Donc, ça, c'est le déplacement 1 million. Et puis, on atteint quasiment les 2 millions au 30 septembre. Donc, c'est des gens qu'on a fait partir de là, qu'on a fait venir ici, etc., etc. Alors, je ne sais pas si vous notez, on voit bien ici la route au milieu, là. La route Saladin, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et vous notez qu'elle est bombardée. Ils ont bombardé la route aussi, et notamment des gens qui fuyaient, hein, en disant que toujours évidemment que c'est des soldats. Mais il y a des zones complètement rasées là, ici. Ok. C'est fou, hein. Putain, ces images, elles sont terribles. Bon, les images de Gaza, c'est terrible. Hein. Voilà. Alors là, elle raconte tous ses déplacements. 11 fois, elle s'est déplacée pour éviter les bombardements. Donc au début, Gaza City dans plein d'endroits, puis après au sud, et elle s'est déplacée, Khan Younes, Rafah, etc. Alors, vous avez des photos là aussi, c'est assez impressionnant. Alors, Al-Mawazi, c'était le camp, justement, le safe place. Donc, vous allez normalement, on doit avoir des images de tentes. Ouais, c'est ça, ce qu'on voit, c'est que c'est habité entièrement par des tentes. Ok. Donc, voilà à peu près les images là-dessus. Donc, ça, c'est le nombre de camions au cours du temps. Voilà. Donc, village de tentes. Il y a un moment, ça continuait tellement les bombardements que vous se demandez qu'ils vous n'allez pas viser de faire que des villages de tentes là-dessus. Donc ici, on avait 500 lorries, c'est vraiment le terme british, 500 camions du coup, ok, et on est 10 fois moins à peu près en moyenne. C'est fou, hein. Ah, ces photos, elles sont terribles. Donc je suis un TikTok de gamins là, et ils expliquent comment ils achètent à manger, combien ça coûte, etc., etc. Notamment, ils achètent un œuf par un œuf, tellement c'est cher. Et ils racontaient comment ils faisaient du pain. Notamment, ils ont un four communal, parce qu'il n'y a pas d'électricité non plus, enfin très peu. Ils ont des stations de charge, où tu es obligé d'aller pour aller charger ton téléphone. Voilà. Donc il dit, donc ça date, hein, 17 des 36 hôpitaux sont partiellement qui travaillent, on en est maintenant à je crois 5 ou 6. Donc, ok. Ah ben voilà, tiens. Ah ben c'est 15 ans, vous voyez, j'ai pas inventé ce nombre. Donc il faudrait 15 ans pour déblayer tout ça. 42 millions de tonnes de débris. C'est fou, hein.
Et vous notez ici, quand même, il y avait 2 millions de tonnes en 2014 au moment de l'offensive. Hein. C'est fou. Le nombre de temps. Ça veut dire qu'en fait, en pratique, les débris qu'il y avait là, ils devaient être encore là en 2024, probablement. Une bonne partie d'entre eux. Et ah oui, alors ça, c'est les images qui font mal au cœur. Regardez la différence entre... donc on est où là? On est ici. Donc c'est la plage là, à côté de Gaza City. Et vous voyez la différence ici. Ah, c'est terrible. Ah, ces images font quand même mal au cœur. Hein. Donc on voit, bah, ils ont tout rasé en fait. Absolument tout rasé. Il y a la plupart des bâtiments, ils sont... Vous voyez là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il y en a combien? Il y en a... Ceux-là, ils sont partis visiblement. La tour qui est derrière, elle est partie. Ou elle est là peut-être. C'est pas tout à fait le même angle. Non, c'est pas la même celle-là. Donc celle-là, elle est bien partie. Donc c'en est une derrière qu'on voit pas. Ou alors elle a disparu. Ouais, c'est fou, hein. Voilà. Donc c'est assez impressionnant la destruction de Gaza. Donc du coup, pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'en fait, c'est toujours pas, ça va toujours pas évidemment être la vie, mais comment donc déjà qui va payer les fameux 40 milliards de dollars et puis bon, quel avenir hein, si on a vécu 1 an et demi de génocide avec la perte de proches, de la famille, avec les bruits des bombardements, les blessures, etc., etc. On a des traumas importants pendant super longtemps là-dessus. C'est clair que on est sur une population qui est extrêmement traumatisée par ce génocide. Ça va être très fort. Okay, il y aura clairement avant et après. Ok. Alors, je vais voir s'il y a des nouvelles. Donc là, vous voyez les scènes de joie qu'il y a. Du coup, en Khan Younes. Ok. Donc c'est assez intéressant. Et sur le live, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Ah oui, alors, le cessez-le-feu, c'est dimanche, parce qu'il y a encore des bombardements là. Du coup, ce soir, il y avait encore des bombardements sur le... Des bombardements sur... comment ça s'appelle? Sur la bande nord de Gaza, toujours à Jabalia. C'est dommage qu'on n'ait plus accès à l'article sur Jabalia. J'aurais bien voulu vous montrer les destructions et en fait l'idée. Donc, si on revient sur la photo ici, là, toute cette partie-là, là, essentiellement là. Donc Jabalia, il me semble que c'est là, Jabalia, j'arrive pas bien à voir. Donc l'idée c'est de vider complètement ses habitants là. Donc toute cette partie là ici et donc donc ça crée un corridor. Donc ici vous avez un point de passage ici, vous voyez la route, un des points de passage qui a été attaqué. Sur quel site? C'est Financial Times. Alors attends, je vais le retrouver, j'envoie le lien parce que c'est dommage, il était vachement bien. Mais là, il en veut plus. Voilà. Je le mets dans le chat. Si vous y avez accès, vous pourrez jeter un œil. Il est très intéressant, l'article. En fait, ce que ça a dit, essentiellement, c'est... Ah, ça serait super cool. Doomer Radical. Merci. Ouais, parce qu'en fait, il est... Bon, je l'ai lu cet après-midi, mais grosso modo... En fait, il explique justement, bon, c'est pas mal de témoignages, donc c'est assez poignant. Ça aussi, ça manque pas mal dans tous les trucs, c'est que on a toujours des images de destruction, etc., etc. Mais en fait, quand on parle aux gens et qu'ils expliquent leur vie, en fait, c'est assez poignant. C'est vraiment des histoires terribles, etc. Et donc là, ils expliquent. Donc là, il explique la destruction de Jabalia et d'où viennent les gens de Jabalia.
en fait, les gens de Jabalia. Donc, c'est un camp de réfugiés qui s'est monté après l'expulsion, hein, en 48. C'est juste dans la banlieue, entre guillemets, banlieue, hein, évidemment, de Gaza City. Et c'est un assez gros camp qui avait, en fait, vous voyez des images du marché, des trucs, du pâtissier qui avait ses baklawa aux amandes, ou aux pistaches, pardon, etc. etc. Donc, on voit, en fait, tout ce truc qui était normalement un camp de réfugiés, mais qui est devenu, en fait, 48 jusqu'à maintenant, on est sur du 70 ans. Donc, c'est des gens qui sont restés très longtemps en fait dans un camp de réfugiés. Et Jabalia, c'est 200 000 personnes. Et donc, et bon, il n'y a quasiment plus personne puisqu'il est quasiment entièrement détruit. D'ailleurs, une des images que vous en avez vues de Jabalia, c'est qu'il y avait aussi des tentes à un moment et elles ont brûlé au moment d'un bombardement. Donc c'était en novembre dernier, je crois. Et en novembre dernier, on avait comment ça s'appelle ce- ces images de gens qui brûlaient vivants à Gaza. Donc voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, je reviens en fait, puisque je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, donc je remets les notes là-dessus. Concernant le cessez-le-feu, on peut suivre aussi un peu là-dessus. Je peux aussi vous partager le lien ici, qui est très bien. Comme ça, vous pouvez regarder. Hop. Et puis, alors, est-ce qu'il y a des nouveautés? Parce que je suis le live en même temps. Alors, allez, ben voilà. Donc, on peut relire les toutes dernières nouvelles. Comme ça, je vous traduis. Puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je fais, comment dire, je peux y répondre. Donc, ils vont 33 captifs israéliens et civils au-dessus de 50 ans seront relâchés. Donc, c'est un premier lot, je pense, entre guillemets, d'otages, enfin de captifs. Et un large number, un beaucoup plus grand nombre de Palestiniens prisonniers. Alors évidemment, vu que c'est facile de rendre les gens prisonniers, il suffit de, comment dire, d'arrêter, de mettre en détention administrative les gens. Donc la détention administrative, si vous ne savez pas, c'est la capacité qu'a Israël et qui est d'ailleurs héritée du droit anglais, qui permet d'arrêter de manière par l'armée sans preuve, ou en tout cas sans avoir à exhiber de preuves, de manière, donc pour plusieurs mois et renouvelable de manière indéfinie. Donc c'est plusieurs milliers en fait tous les ans là-dessus, de gens qui sont incarcérés. Par exemple, Salah Hamouri, sa dernière incarcération, c'était une détention administrative. Donc pour lui, c'était impossible de connaître les charges qui étaient contre lui, impossible de faire un dossier, et impossible en fait même pour son avocat de le défendre, puisque le truc était fait par un tribunal militaire. Et il pouvait étendre indéfiniment la détention là-dessus. La détention administrative aussi, ça concerne les mineurs. Hein. L'âge minimal, c'est 12 ans. Donc vous avez des gamins de 12 ans qui peuvent être emprisonnés, et qui l'ont été d'ailleurs. Alors, donc ça on l'a dit, donc je ne l'avais pas mis, moi c'est ici 33. En fait, la première chose, c'est 33 captifs du Hamas libérés. C'est ça, le deal en fait. Pour ces 33 captifs, alors que fait? Donc Israël libère plusieurs milliers. Alors j'ai vu des nombres, moi jusqu'à 2000 et 250 prisons à vie. Mais bon, visiblement c'est pas confirmé ce nombre. Ensuite, donc tout ça c'est susceptible de changer, hein, on apprend ça au compte-gouttes. Voilà, donc j'ai plusieurs sources, mais là je vous montre juste le live de Al Jazeera. Ensuite, Israël doit se retirer des endroits où les gens habitent. Alors, no more than 700 inside. Donc pas plus loin que 700 mètres de la frontière de Gaza avec le reste du pays, avec le reste d'Israël. Voilà, donc 700 mètres, ça veut dire en fait, si on regarde la carte, hein, 700 mètres ça fait beaucoup, hein, en fait, parce que on est sur des distances qui sont pas très grandes, hein, mais 700 mètres ça fait tout ça, hop, ici. Donc il y a des zones quand même pleines. Il y a encore aussi, on va en parler après, du corridor de Philadelphie. Ok, ensuite, Israël va autoriser les civils à retourner chez eux dans l'enclave au nord.
et va laisser passer l'aide, et notamment jusqu'à 600 camions. Donc on a vu le rythme habituel, c'était 500. Donc là, c'est même une augmentation de l'aide humanitaire, 600. Donc 600 camions, c'est vrai que ça aiderait évidemment à vivre. Après, deuxième point important, arrivée de l'aide humanitaire, ça je l'ai mis. 3 phases, ça je l'ai mis. 33 camions, dimanche demain. Ça aussi, qu'est-ce qu'on sait? Ils vont laisser aussi les blessés palestiniens sortir de Gaza. Donc, laisser les blessés sortir de Gaza pour se faire soigner. Donc ça aussi, c'était un problème, c'est que normalement, en droit humanitaire, on a le droit à se faire repatrier et changer d'endroit. C'était pas possible pour les Gazaouis qui ne pouvaient pas sortir. Hein. Pas possible de sortir. Ok. Alors, donc, ah oui, puis ils ouvrent Rafah. Ouverture de Rafah. Donc bon, après, c'est un deal aussi avec l'Égypte. L'Égypte, pareil, était aussi dans de la partie. L'ouverture de Rafah, et donc c'est dans 7 jours. Donc c'est pas ce dimanche-là, mais c'est le dimanche d'après. D'accord? Donc on sera vers le 26 janvier, visiblement. Et donc les forces israéliennes vont diminuer leur présence dans le corridor Philadelphie et vont se retirer complètement pas plus tard que le 50e jour du deal, c'est-à-dire la deuxième phase, puisque je vous rappelle que la première phase, elle dure 6 semaines, donc 42 jours. Donc ça, c'est assez intéressant. Je comprends pas qu'on est très dubitatif là, les camarades et nous, parce qu'on croit pas quand même que ce truc va être accepté par Israël. Mais bon, c'est ce que je vous écris. Retrait progressif. Bon, après, progressif, ça veut pas dire grand-chose. Donc peut-être que c'est ça. Du corridor Philadelphie. Alors, si vous savez pas ce que c'est que le corridor Philadelphie, donc Israël a créé en fait des zones, mais je vais remettre la carte de Gaza ici. Israël a créé des zones dans lesquelles ils ont tout rasé, des zones assez larges, des fois de plusieurs centaines de mètres, ici très grandes. Donc il en a créé 3. Donc cette zone-là, là, qui n'a pas de nom, à la frontière avec... donc rappelez-vous, hein, le nord, il est par là, et là, vous avez le sud. Et donc le corridor Philadelphie, c'est la zone qui est là qu'on voit ici. Hein, donc c'est la zone entre l'Égypte et Gaza, ici. Il y a un autre corridor, alors je ne sais plus où est-ce qu'il est, je crois qu'il est là, qui s'appelle Netzarim, qui coupe en fait la bande en deux, effectivement. Et il y a ce corridor-là qui n'a pas de nom sur la partie nord, là-dessus, qui a été sévèrement évidemment, bombardé, comme vous pouvez le voir là-dessus. Donc il faut se rappeler qu'avant le 7, hein, toute cette zone-là, ici notamment le long, tout ça c'est une frontière qui est en fait, donc là c'est la mer, mais tout le reste c'est une frontière qui coûtait plusieurs milliards de dollars et qui était l'espèce de tête de pont d'Israël en matière de contrôle des frontières, puisque c'est une frontière, c'est un... comment ça s'appelle ? C'est un mur qui fait plusieurs mètres de haut, plusieurs mètres de profondeur, qui a plusieurs étapes, qui a évidemment des barbelés, qui a des caméras de surveillance, qui a des radars, et qui a aussi des canons automatiques qui tirent sur les gens avec de l'intelligence artificielle. Donc c'est ça en fait ce qui se passe, le truc là. Donc s'approcher en fait du bord là, c'est risquer sa vie, puisque ces trucs peuvent vous tirer dessus en permanence. Donc tout ça, c'est une espèce de mur infernal, high-tech, qui coûte une fortune et qui servait à emprisonner depuis très longtemps, donc depuis le blocus, c'est-à-dire 2007, les Gazaouis. Donc bon, il n'y a rien qui est dit sur le blocus, hein, donc pour l'instant en tout cas, seuls les Gazaouis blessés peuvent sortir et les camions d'aide, voilà, au compte-gouttes, hein, c'est toujours pas le nombre qu'ils veulent, mais là en l'occurrence c'est 600. Et même avant, hein, quand c'était 500, avant c'était pas assez. Hein. Le marché noir qui passe par les tunnels, c'était une réalité parce qu'il y avait plein de choses qui étaient interdites. Pour vous donner un exemple, il y a plein de choses dans la liste des choses interdites qui aident à la médecine. Donc il fallait passer par d'autres moyens pour pouvoir avoir un scanner par exemple ou un truc qui utilise un peu de radioactivité.
et ben évidemment ça passait pas. Ça passe déjà pas bien non plus en Cisjordanie, mais ça passait évidemment pas à Gaza. Voilà, alors on va continuer. La deuxième phase. Donc là c'est intéressant. Donc la phase 1, il n'y a plus de combat et la seule chose qui se passe, c'est que Israël se retire petit à petit du corridor de Philadelphie. Ensuite, voilà, c'est ça. Le Hamas va relarguer si il estime que c'est assez atteint. Le reste, donc c'est le reste des 33, je crois qu'il en reste 110, donc 80 à peu près, un peu moins de 70, entre 70 et 80, qui sont encore gardés. Et là, ils ont sélectionné, c'est que les soldats. Ok. Ah oui, et puis ils vont être relargués petit à petit, mais après 42 jours, en relarguant des prisonniers. Et Israël, alors là c'est entre guillemets, va se retirer complètement de Gaza. Donc on avait les 700 plus le corridor. Donc tout ça, les 700 mètres, pardon, tout ça c'est ce qui est prévu par la seconde phase. Et vous notez qu'il n'y a pas de durée là. Donc du coup, ça doit se faire petit à petit, j'imagine. Et une fois qu'on a fini ça, il y aura la troisième phase. Et là on parle des cadavres. Hein. Et ils rendent les cadavres en échange. Oh putain, c'est glauque quand même. En échange de 3 à 5 ans de plan de reconstruction sur une supervision internationale. Donc ça, j'avais pas entendu parler. Ok. Alors, on va aller voir le full explainer. S'il y a d'autres choses. S'ils nous disent des choses en plus là-dessus. Donc vous l'avez un peu résumé la première phase ici. Et la deuxième phase, alors après vous sentez bien, vous voyez les termes qu'ils sont très hypothétiques. Hein, ça risque de même jamais se faire. Par contre, ce que j'ai lu, c'est que le cessez-le-feu va quand même continuer, même quand il y a les négociations. C'est-à-dire qu'en fait, en pratique, la phase 1, là, dont on parlait là, où est-ce qu'elle est ? Ah merde, j'ai remis le live et du coup j'ai perdu le truc que je voulais regarder. Zut, j'aurais dû faire un screen. Ah, attendez, bougez pas. Hein. Bah, sinon, c'est ça. On va regarder le premier. Mais attends, du coup, il doit être au-dessus. Non, il y a juste le premier. Ok. Donc, le deal, c'est quand même continuer à négocier sur les autres phases. Ah, allez, c'est là. Ça y est. Voilà. Le passage après 50 jours, il va falloir négocier, mais la condition, c'est toujours le cessez-le-feu. Donc, bon. Donc, c'est intéressant parce qu'en pratique, c'est le Hamas, il continue de garder des otages pendant super longtemps Ouais, ils sont pas cons, hein, c'était leur seule monnaie d'échange. Mais ils continuent de garder des otages super longtemps tant que les troupes ne se retirent pas. Donc notamment, j'imagine que cette histoire du corridor Philadelphie, ça va être un enjeu pour la deuxième phase, mais aussi évidemment si jamais il y a des camions. Et puis évidemment, si jamais Israël rebombarde pas, puisqu'on sait qu'ils sont capables de rebombarder en permanence. Donc c'est un grand classique d'Israël. Ok, donc voilà. Juste, je rajoute d'autres informations, à moins que vous ayez des choses à dire, mais moi j'ai fini les trucs sur Gaza. Donc il va falloir continuer à suivre. J'avais prévu de faire le trotskisme après Trotsky, je pense que j'essaierai de le faire vendredi. De toute façon, la nature de l'URSS n'aura pas changé dans le passé d'ici vendredi, donc ça pouvait très bien attendre. Mais voilà, vous voulez regarder un peu les résultats de cette histoire. Ça fait 1 an et demi qu'on se mobilise contre le génocide. Ça fait des années qu'on lutte contre Israël, qui est un état d'apartheid, contre la population palestinienne, à la fois dans les territoires occupés, mais aussi dans la diaspora, mais aussi dans les territoires de 48. Hein. Donc du coup, c'est vraiment, je pense, une tâche indélébile d'injustice sur la planète. Et on a bien vu en fait que toute la déstabilisation qu'il peut y avoir dans cet endroit crée de la déstabilisation partout. Ça a aussi montré pour moi
depuis 1 an et demi la déshumanisation des Arabes et des Palestiniens. Et donc, pour moi, cette guerre-là, elle a bien montré que, bah, que le racisme, en fait, structure comment on voit le monde très fortement et qu'on est capable très bien de s'habituer à la déshumanisation. Alors, évidemment, en France, c'est particulier parce que, bon, déjà en France, on a un contexte islamophobe qui est très fort, un contexte raciste qui est très fort, mais on a aussi tout un matraquage, entre guillemets, de matraquage, mais il y a plusieurs articles qui ont montré. On peut faire le bilan d'intervention de différents groupes trotskistes pendant le génocide si on continue à faire de la trotscologie. Ah ouais, tiens, ça c'est une bonne question. Tu veux qu'on fasse ça maintenant? Parce qu'effectivement, y aurait des choses à dire, ouais, ouais. Comment dire? En fait, on peut faire la trotscologie sur. Alors évidemment, je connais pas tous les groupuscules trotskistes qui peuvent exister, hein, mais si on parle de ceux des plus connus qu'on connaît, grosso modo, avec qui traînent notamment dans les endroits de lutte contre la Palestine, c'est essentiellement Révolution Permanente et puis le NPA, l'anticapitaliste et le NPA révolutionnaire. Donc bon, spoil, je suis au NPA l'anticapitaliste. Ouais, allez. Ouais, je peux en parler vite fait de ce point de vue-là. Alors, par contre, une tier list. Yes. On se connaît, Doomer Radical? Je fais partie du Norga. Et du coup, c'est bien le nom d'ailleurs, Doomer Radical. C'est mieux que Boomer Radical. Et ouais, sur la trotscologie. Ok. En fait, la... Ouais, Hello. Ouais, bon, Hello, le problème, c'est qu'Hello, ils se sont mis dans le mouvement assez loin, très vite et très tôt. Ok. Mais effectivement, j'aurais pu parler de Hello. Ok, let's go. Alors, je vais faire un truc là-dessus, tu vois. Alors, le principal problème, en fait, de la question palestinienne, pour le trotskisme, c'est évidemment le problème de la lutte... Ah, regarde WhatsApp. Ok, je vais regarder qui m'a contacté. Ok. Doomer Radical. Ah, super, merci pour le FT. Merci, camarade. Ok, allez. Allez, let's go. On va faire de la trotscologie, mais vite fait, hein. Donc, c'est une lutte de libération nationale. Et donc... Attends, juste avant, puisque tu me l'as envoyé, je voulais juste montrer la carte de Jabalia. Où est-ce qu'elle est, cette carte? Elle est là. Non. Fuck. Ouais, je vais la retrouver après, peut-être. Ah, c'est horrible. Ok, je vous montrerai après, peut-être. Ok, vite fait. Alors, juste avant, je vais vous faire de la pub pour un petit article, si vous aimez la trotscologie concernant les autres groupuscules trotskistes. Allez, hop. Alors, j'essaie de vous le trouver très vite. Voilà. Alors, je vous invite à lire ce petit article sur donc la question palestinienne. Donc, c'est vu comme une lutte de libération nationale. C'est-à-dire, en fait, en pratique, une alliance temporaire entre une classe ouvrière d'un pays et sa bourgeoisie locale pour donc lutter contre, alors, en général, un autre État, hein,
Donc je vous invite à lire ce petit papier euh, qui s'appelle le NPAC, la question nationale à la Palestine, écrit par moi en l'occurrence. Donc dans ce papier, je vous mets le lien ici, si vous voulez jeter un œil. Et j'explique en fait tout ce truc-là. Et alors, en fait, en pratique, c'est ça. L'idée, c'est que donc c'est une lutte d'émancipation, donc pour en général une indépendance nationale dans un contexte colonial. Donc vous avez une puissance impériale qui dirige une zone déterminée qui est de son empire, soit directement en ayant une population, comme ça peut être le cas en Algérie, comme ça peut être en Kanaki, et aussi en Israël. Même si en Israël la puissance impériale elle n'est pas directe, elle est multiple, mais grosso modo c'est la même idée. Et donc qu'est-ce qu'une lutte de libération nationale? C'est de se battre contre la domination impériale en faisant une alliance temporaire entre cette fameuse classe ouvrière et sa bourgeoisie, en général petite bourgeoisie, puisque souvent on est dans ces cas-là. La plupart des pays sous domination coloniale ont été tellement subi un développement en fait. On peut même pas parler de développement de pays colonisés. C'est le développement d'industries dans le but de favoriser la puissance coloniale et pas du tout la population. Et donc cette colonie a souvent une bourgeoisie intellectuelle, petite bourgeoisie des fois un peu plus grosse, qui a un intérêt, pour ses propres intérêts, donc de classe, à se débarrasser de l'occupant impérial ou de la domination impériale. En tout cas, souvent des fractions de cette petite bourgeoisie. Et la lutte de libération nationale pose la question de cette alliance, que je précise temporaire, là-dessus. Alors évidemment, ça amène le contexte souvent de révolution permanente, pas l'organisation, mais le concept. Donc le concept de révolution permanente, on le verra dans le stream, le trotskisme après Trotsky après. Mais le contexte de la révolution permanente, c'est de dire qu'en fait, les tâches, y compris ces tâches-là, qui consistent à faire l'émancipation, lutte de libération nationale, souvent elles sont sous la direction de la petite bourgeoisie et de la paysannerie. Donc on est petite bourgeoisie, voilà. Il y a une paysannerie importante. Ok. Et donc les tâches en fait de libération nationale dans le contexte de la révolution permanente, elles sont faites par le prolétariat. Donc c'est des tâches qui sont faites par la classe ouvrière. Alors je précise la classe ouvrière active en tant que classe, pas juste des gens. Donc c'est ça en fait la question palestinienne, comment elle est vue chez les trotskistes. Elle est vue comme une alliance temporaire, ok, mais dans le contexte où cette alliance elle doit être dépassée très vite, puisque la classe dirigeante locale, la petite bourgeoisie locale, elle n'est pas capable de faire les tâches réelles d'émancipation de l'impérialisme. Et donc du coup, le contexte de la révolution permanente, c'est dire que ces tâches-là, elles doivent être faites par la classe ouvrière en déclenchant une révolution mondiale. Okay, donc c'est une révolution, on dit, pour faire une révolution a priori internationale. Ok, bon, le problème entre les deux, il y a une temporalité qui existe entre l'alliance temporaire, entre guillemets, avec ta petite bourgeoisie quand tu es la classe ouvrière pour te débarrasser de l'impérialisme, et le fait que la classe ouvrière soit en capacité de mener ces tâches-là. Et en fait, ça, c'est un des trucs du trotskisme, de dire que ça, c'est un des... J'en parlerai avec Tony Cliff, ok, mais grosso modo, ça c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est pas toujours possible, c'est que des fois, la petite bourgeoisie et la paysannerie, les intellos et la petite bourgeoisie, sont capables de faire reculer l'impérialisme. Et un bon exemple pour ça, c'est la Chine. À l'opposé, par exemple, de la révolution russe,
pour la révolution russe, c'était le prolétariat organisé dans les usines, etc., qui a mené la révolution. En Chine, c'est pas du tout le cas. Il n'y a d'ailleurs pas du tout d'activité autonome des travailleurs, au moment de la prise du pouvoir par Mao en 1949. Ok ? Donc, du coup, en pratique, c'est surtout ça qui arrive. Et évidemment, ça c'est important parce que les luttes de libération nationale, elles affaiblissent l'Empire. Alors, affaiblissent l'Empire. C'est-à-dire qu'un empire qui a ses colonies qui se révoltent et qui les pousse, c'est un empire qui a des problèmes internes et qui peut aussi amener à la fin de l'Empire, ou en tout cas sa diminution. Et donc c'est évidemment pour ça que les marxistes révolutionnaires soutiennent les luttes de libération nationale. Donc c'est la raison du soutien. Alors on dit dans le jargon trotskiste inconditionnel mais critique aux luttes de libération nationale. Alors, à l'inverse de la tradition stalinienne, qui a aussi cette idée de la révolution, normalement, mais bon, évidemment, il ne veut pas, qui, eux, ils appelaient ça la révolution par étapes. Donc, la révolution par étapes du stalinisme, c'est la révolution par étapes, qui est donc l'inverse du trotskisme, hein, évidemment, et puis l'inverse de ce qui s'est passé en révolution russe, par exemple, c'est d'abord on crée un État national indépendant. Et après, deuxième étape, on fait la révolution. Alors évidemment, on pourrait dire, bon on fait les luttes de libération nationale de type, je sais pas, l'indépendance de l'Algérie, l'indépendance du Vietnam, etc., etc. Il y en a eu plein pendant les années 60. Le groupe qui permet ça, des fois, c'est la classe ouvrière, mais pas toujours. Mais quand c'est le cas, qu'est-ce qu'ont développé les staliniens ? Ils ont dit, en pratique, non, on va pas aller à la révolution. En fait, le vrai message, c'est on va pas embêter trop les blocs et on va pas trop embêter les prétentions de la Russie, enfin de l'URSS, hein, puisque c'était devenu un acteur impérialiste de lui-même. Du coup, on fait les trucs par étapes. Et ce qu'ont défendu les trotskistes, c'est non, on continue. Et donc, ça nécessite en fait, si on veut avoir la révolution permanente, ça nécessite évidemment une organisation séparée de la petite bourgeoisie. Mais évidemment, comme j'ai dit, cette temporalité, elle peut durer longtemps, et puis tu peux te retrouver à avoir une lutte de libération nationale qui donne la victoire, mais qui n'implique pas en fait que le prolétariat soit suffisamment impliqué pour avoir un contexte de révolution. Ok ? Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait ici dans une lutte de libération nationale ? On s'allie avec sa bourgeoisie. Et ça, pour pas mal de gens de l'extrême gauche, c'est un principe de base, on ne le fait jamais. On ne s'allie jamais avec sa propre bourgeoisie. Donc ça, c'est la position typique par exemple, de lutte ouvrière et aussi du NPAC, en pratique. Okay ? On ne s'allie jamais avec sa propre bourgeoisie. Donc du coup, ce principe de base fait que on ne participe pas de près ou de loin, donc il n'y a même pas l'alliance temporaire entre la bourgeoisie locale et le prolétariat. Celui-ci doit être entièrement autonome et il aurait même des intérêts antagonistes avec sa propre bourgeoisie locale par rapport aux bourgeoisies impériales. Et du coup, notamment, ça permet de créer ce qu'on appelle un faux internationalisme tel qu'il est développé, c'est de dire que puisque il n'y a pas d'alliance avec la bourgeoisie, la seule alliance qu'on peut trouver, c'est avec le prolétariat du pays dominant, du pays impérial, okay ? Et de dire que la seule solution, c'est une alliance de prolétaires entre les prolétaires. Alors je prends l'exemple, si on prend la France et l'Algérie, c'est que la lutte
au moment de la colonisation algérienne, c'est la lutte des travailleurs arabes avec celle des travailleurs français contre le FLN et contre l'État français. Donc c'est ça la perspective qui est donnée en fait par les groupes. Ça donne des trucs du style pour Hello, ni Netanyahou ni le Hamas, ok. Ça donne des analyses qui en fait mettent sur le même plan Arafat, l'OLP, le Fatah, le Hamas, avec du coup Bush, Poutine, Biden, Trump, et évidemment Netanyahou et toute sa clique. Donc c'est ce genre d'analyse-là que ça amène, en fait, puisque tout est des bourgeois. D'ailleurs, avec une notion extensive de bourgeoisie, c'est-à-dire que n'importe qui dirige un groupe à un moment donné, quelle que soit son position... Merci Ruby Banana pour ta contribution. Donc je vais te schémer publiquement. Soutenir les luttes de libération nationale, c'est de l'opportunisme. Voilà. Lis mon article. Ruby, lis mon article. Et voilà. Donc ça amène en fait cette chose-là, hein, de considérer en fait que une lutte de libération nationale a un problème de fait et doit pas être menée puisqu'elle doit être l'indépendance du prolétariat, mais ça c'est ce que défendent tous les trotskistes, mais aussi de mettre sur le même plan la direction nationale locale avec celle qui est impériale. Okay. Ça amène aussi des choses intéressantes comme par exemple quelles sont les solutions, et ça focalise énormément. Il n'y a pas de marxiste en Palestine. Ça focalise énormément en plus sur un deuxième point qui est important. Donc voilà. Et donc c'est quoi ça, la tier list? Ah putain. Ah excellent. C'est un peu triste ce truc quand même, non? Par contre j'ai de la pub de merde là. Tu veux pas te barrer? Putain, mon bloqueur il marche plus du tout là. Comment on vire ce truc? Tire-toi. Ah, comment on vire? Je sais même pas comment on vire. Je vois même pas la tier list. Attendez, je vais essayer de me débrouiller pour virer ce truc. Où est-ce qu'on... Il est où le X caché? Huh. uBlock origin, ouais. Parce que mon adblock, il a plus l'air de marcher là, visiblement. Ok, bon, je ferai ça. Alors, donc, du coup, il y a une tier list. On peut même pas... Du coup, c'est la pub où tu peux même pas voir le... Tu peux même pas voir le site. C'est vraiment la pub de Neuil, comme dirait un Ruby que je connais. Alors attends, si, on va tricher. Je vais mettre sur tout le truc. Excusez-moi. Voilà. Let's go. Alors, attends, j'arrive même pas à lire. Donc ça, c'est Hello. Alors, attends, j'ai pas fait gaffe. Raid colonial, soutien, opportuniste, nuisible, sioniste. Ça, c'est... Mais en plein écran, ouais, t'as raison. Ça devrait marcher. Nice. Ok. Bon, est-ce qu'on fait vraiment ça? Puis je vais finir là-dessus parce que c'est un peu nul. C'est qui, eux? J'arrive même pas à voir. Ah, mais c'est nos camarades du NPR. Ouais, cette tier list, c'est un truc un peu sectaire. Je vais pas faire ça, les camarades. Hein. Parti ouvrier, c'est lequel? C'est l'autre, ça, le POID, ça. Ok. Non, la plupart des gens, ils sont pas sionistes. Ça, au moins, on peut pas les classer dans sionistes. Nuisible, ça, pareil. C'est un truc où, on n'a pas du tout les mêmes méthodes. Mais par contre, clairement, on a des gros désaccords. Bon, j'explorais les désaccords avec lutte ouvrière qui sont très très forts là-dessus. Potou dans opportuniste. Je te jure, hein, c'est bien la peine d'avoir des streams où il n'y a que des gauchistes qui écrivent. J'ai écrit extensivement sur le NPR et sa position que je pense qu'elle n'est pas sérieuse. Le PT, je sais pas, mais à mon avis, ça doit être très peu différent des autres. Et le POID, je sais pas non plus. Mais vu leur position sur la Russie et l'Ukraine, on doit pas être... ça doit être aussi des pro-syriens tant qu'à faire. Donc, pas terrible. Voilà. Celle qui est la moins, j'allais dire, la plus proche que celle que je défends, c'est celle qu'ont défendu en tout cas Anas et puis le RP. Sioniste de gauche et NPR. Dans le NPR, il y a des discussions, hein, mais je pense que surtout,
le fait de vouloir être le plus pur révolutionnaire Trotsko machin qui adore tout le monde, notamment qui tactiquement en fait voit pas de différence fondamentale de conscience de classe entre un colon et un colonisé, ça c'est un problème. C'est un problème. En plus, bon, ça a vite développé des méthodes dans lesquelles ils sont détachés du mouvement, quoi. Mais je vais pas faire ça parce que je suis pas un gros sectos. J'avais pas compris que c'était ça la tier list, camarade Doomer. Mais ouais, on évite de faire ces choses-là. Je veux bien faire avec les, comment ça s'appelle, les gens de droite, mais pas avec l'extrême gauche. C'est pas hyper intéressant. Ok, voilà. Ça va pas là, ça. Ça va là. Nice. Et ça va là. Ok, donc j'ai fini ce thread. C'est fini ce stream. Et j'avais prévu hein, de faire du Tony Cliff et pas du Gaza. Du coup, vendredi prochain, le trotskisme après Trotsky, le capitalisme d'État en URSS. Et du coup, je vais essayer de faire aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu vidéo. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire, chers viewers, là-dessus? Donc, je redis, hein, pour résumer, ça fait, comment dire... Bon, les bombardements ont toujours pas arrêté, mais quand ils vont s'arrêter, je prie de croire que ça fait quand même du bien qu'on ait la fin de ce massacre. Il y a clairement un... Comment dire? Moi, j'avais clairement des... C'était une pression, comment dire... ouais, c'était terrible de voir à quel point on est capable, dans ce monde, de regarder en direct un génocide sans qu'il se passe rien, quoi. Voilà. Donc, juste pour info, évidemment, le NP à l'anticapitaliste écrit un communiqué. Donc, on aura l'occasion de le voir sortir. J'ai vu qu'il y avait des discussions, mais évidemment, je suis ici. Faut quitter Chromédie. Les conséquences de la situation à Gaza sur le reste des pays arabes. Est-ce qu'on va vers la chute de Sissi en Égypte? Alors, voilà, les prédictions, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, j'avais une réunion là tout à l'heure et je me rappelais quand on discutait de la situation, c'était en, comment ça s'appelle, en juillet dernier. Et si tu m'avais dit en juillet dernier, bah, il n'y aurait plus Assad, qu'il n'y aurait plus le Hezbollah, ou en tout cas très affaibli, qu'il y aurait Trump, qu'il y aurait un truc comme HTS qui dirigerait la Syrie, qu'il y aurait Aoun comme Premier ministre, que Nasrallah serait plus de ce monde, que Sinwar serait plus de ce monde. Bon, Sinwar c'était un peu plus, comment dire, c'était un peu plus prévisible, hein. C'était même surprenant d'ailleurs qu'il ait tenu aussi longtemps. Mais bon, voilà, tout ce que j'ai dit avant ça, si tu me l'avais dit, j'aurais dit non. Et tu vois, on se retrouve 6 mois après. Et donc, le problème de la chute de Sissi, c'est que comment dire, il n'y a pas de force, en tout cas pour l'instant, qui permette ça. Là. Il y a pas d'organisation, il faudrait refaire en fait 2011. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas l'ambiance. Mais bon, je peux me tromper. Mais par contre, clairement, va se poser la question maintenant, en tout cas, enfin, c'est reposer la question palestinienne, du coup va se reposer la question des dictatures arabes, du fait aussi qu'elles n'ont jamais été pro-palestiniennes, malgré leur population. Ça va se reposer comme question. À partir du moment où il n'y avait pas d'orga, ouais, mais bon, tu vois, c'était la fin de règne de Moubarak, là, la pression, on peut toujours, en fait, dire, quelle que soit la situation, on peut avoir la fin d'une dictature. Ça c'est clair. Et notamment, quelque chose comme Sissi. Et on peut le voir rétrospectivement. Mais quelques années après le début, oui, enfin, c'est bien après, quoi. Mais oui. T'es en train de me dire que tu penses que clairement, à chaque fois qu'il y a des soubresauts en Palestine, alors clairement il y a des soubresauts dans le monde arabe. Ça c'est vrai, il y a des vagues dans les autres pays. La temporalité exacte de ça, elle est forte. Hein. Inch'Allah.
On verra si c'est possible. Ok, guys et girls, merci. Je sais pas si je le mettrai en replay, mais bon, en tout cas, c'était vraiment très improvisé. Mais n'hésitez pas à me follow si vous me followez pas. N'hésitez pas à mettre une cloche là pour être prévenu. D'habitude, c'est le jeudi, mais demain, je peux pas, donc du coup, ce sera pas demain. Mais normalement, vendredi, trotskisme après Trotsky, et peut-être samedi ou dimanche, un jeu vidéo. J'en ai jeté un nouveau là que je voudrais essayer, et donc on verra. Ok, salut tout le monde. Et à très bientôt. Et puis, donc, je pense qu'il y avait un rassemblement à République. Mais j'imagine qu'il y aura un truc ce week-end. Merci. Et, c'est gentil, merci. Et Jazdia. On se voit pas demain, Jazdia. Une partie de la journée. Et, je sais plus ce que je disais. Et donc, du coup, pour la suite, Trotsky après Trotsky. Donc je vais faire peut-être des séries là où on va parler de la Palestine, je verrai. Mais j'avais pas prévu, mais on peut faire ça. Allez, salut tout le monde, à bientôt.